Les titres de ce journal, c'est un véritable marathon que s'est tenu le Conseil des ministres de ce 21 avril. De longues heures passées à statuer sur le rapport présenté par Zéphirin Diabré sur la réconciliation. Le rapport a finalement été adopté. On annonce l'organisation d'un grand forum national. Près de 94 milliards de francs CFA, c'est le montant du financement du programme de coopération au Burkina-Suisse 2021-2025. Un programme axé sur l'éducation, la formation et le développement local. Il a été lancé hier en présence de plusieurs membres du gouvernement. Et puis, ce conflit foncier inhabituel à Bobo-Dioulasso, il oppose deux entreprises immobilières sur le lotissement d'une zone à habitation spontanée. Les propriétaires terriens et les résidents, une fois n'est pas coutume, ont décidé de trancher. Ils ont organisé une conférence de presse pour tout expliquer. Vous les entendrez. Bonsoir et bienvenue. Il aura fallu 8 heures de temps, 8 heures de débat et de discussion pour que le Conseil des ministres de ce mercredi adopte le rapport sur le processus de réconciliation présenté par Zéphirin Diabré. Plusieurs axes majeurs ont été définis, parmi eux 4 stratégies qui devront aboutir à l'organisation d'un grand forum national dans les semaines ou les mois à venir. Je vous propose d'écouter maintenant le ministre d'État, ministre de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré. Aujourd'hui était le jour où le Conseil des ministres a eu l'occasion de discuter de la question de la réconciliation de manière très officielle autour d'un rapport introduit selon les normes, ce qui a bien entendu conduit à un certain nombre de décisions. Ce rapport, comme il se doit, faisait un peu le point de l'ensemble de la réflexion autour de la question réconciliation socio-politique, réconciliation socio-sécuritaire, réconciliation administrative, réconciliation sécuritaire, réconciliation économique et financière et réconciliation civique. Donc ce sont des choses que vous êtes en tout cas supposés connaître déjà. L'une des principales idées qui transparaissait dans ce rapport-là, à la suite de l'exposé de ces différents besoins de réconciliation, c'est le développement d'un cheminement qui doit non seulement nous permettre un peu de nous doter des instruments permettant de faire face à ces différents besoins de réconciliation, mais aussi d'aboutir à l'organisation d'un forum national de réconciliation. S'agissant des instruments qui sont des instruments essentiellement de pilotage, il vous souviendra que je vous ai dit qu'il y avait 4 stratégies qui étaient en cours d'élaboration. Une stratégie nationale de réconciliation, une stratégie nationale de cohésion sociale, une stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation, et puis un nouveau pacte pour notre vivre ensemble. L'ensemble de ces instruments-là, donc, ceux qui vont non seulement nous conduire vers le forum, ce forum-là qui va être un peu l'occasion de rassembler l'ensemble des forces vives de la nation, se tiendra donc à une date qui vous sera communiquée en temps opportun. Le ministre de la Santé, lui, était hier à l'Assemblée nationale où il a obtenu le quitus des députés pour la contraction d'un prêt d'une valeur de 10 milliards de francs CFA destiné à financer la construction et l'équipement d'un centre de radiothérapie à Bobo-Dioulasso, une infrastructure qui devrait renforcer la qualité du plateau technique dans les hôpitaux burkinabés. Vous le savez, le sujet fait débat en ce moment. Plusieurs vidéos scandaleuses ont circulé sur les réseaux sociaux. Alors, à quel niveau sont les différentes failles qui sont dans le système? Écoutez les explications de Charlemagne Ouedraogo face aux députés hier. Le mode d'acquisition des équipements biomédicaux définit en même temps sa durée de vie. Le mode sur lequel nous sommes jusqu'à présent, c'est un mode très aventurier qui met en danger ces équipements-là. Vous allez avoir des fournisseurs qui détiennent les codes alors que vous avez acheté l'appareil, qui vous obligent à contractualiser avec eux. Ça, c'est une réalité qui est sur le terrain, que nous avons même vu lorsque nous sommes passés à l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Un équipement de radiologie qui est là, télécommandé, mais qui ne peut pas être réparé parce que le code est détenu par le fournisseur et le fournisseur ne veut pas donner parce que la Sogemabe n'a pas payé, c'est ce qu'on nous a dit. Donc on se retrouve dans une situation, on ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer. C'est pour cela que nous militons pour qu'on puisse changer le mode d'acquisition des équipements biomédicaux au Burkina.
Sinon, aucun hôpital, même neuf, ne sera viable. Beaucoup d'équipementiers ont contribué à créer de la malfaçon. Ces équipementiers, vous les avez épinglés dans votre rapport parlementaire. Il faudra vous en occuper. Il faudra vous en occuper. Si ça reste comme ça, eh bien, sachez que d'autres viendront faire la même malfaçon. Il faudra vous en occuper. Pour nous permettre de mettre hors d'état de nuire ceux qui ont toujours bouffé les deniers publics, qui ont mis en danger les citoyens et qui ont fragilisé les efforts des agents de santé dans les hôpitaux. Vous les connaissez, honorables députés, puisque vous avez fait l'enquête parlementaire. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, nous souhaitons que vous puissiez donner une suite à ce rapport-là pour que véritablement nous soyons protégés donc, de cette race donc, de fossoyeurs de la République et qui nous empêche d'avancer. 24 heures avant, le ministre de la Santé, c'était le président du Conseil national de la Confédération suisse qui présentait aux députés le programme de coopération Suisse-Burkina 2021-2025, un programme lancé officiellement hier au cours d'un dîner en présence de plusieurs élus et membres du gouvernement. L'occasion pour Andreas Aebi de dresser les axes majeurs de ce programme: éducation, formation professionnelle, développement local, le tout financé à hauteur de 94 milliards de francs CFA. Alexis Belemnaba, Mamounata Kaboré. 47 tonnes de présence effective sont discontinuées et elle est encore là. Pour la période 2021-2025, la Suisse sera de nouveau aux côtés du Burkina Faso. En visite de travail au pays des hommes intègres, le président du Conseil national de la Confédération suisse, porteur de cette bonne nouvelle, donne ici le top départ du nouveau programme de coopération. Pour la période 2022-2025, la Suisse accompagnera le Burkina Faso pour l'atteinte des objectifs spécifiques suivants. Contribuer à bâtir un État de droit démocratique, décentralisé et redevable assurant la protection des populations. Contribuer à construire un système éducatif et de formation professionnelle inclusive. Résolument engagée dans la lutte pour la réduction de la pauvreté et la promotion du développement durable et équitable, entre autres, la Suisse réaffirme son soutien au Burkina Faso avec une enveloppe bien plus consistante. Si la stratégie 2017 à 2020 a été accompagnée d'une enveloppe de francs suisses 113 millions, le programme de coopération 2022 à 2025 que nous lançons ce jour reçoit une allocation financière de plus de 150 millions suisses, soit environ 94 milliards de francs CFA. L'axe Ouagadougou-Genève se porte donc bien et ce ne sont pas les autorités burkinabées qui diront le contraire. Un immense privilège que nous avons ce soir d'accueillir donc le président du Conseil national de la Confédération suisse qui est venu lui-même himself lancer le document de stratégie pays 2021-2026 de la coopération suisse au Burkina. Alors c'est un document de stratégie qui s'aligne sur les piliers stratégiques donc du programme de plan national de développement économique et social que nous sommes en train d'écrire et qui va accompagner le gouvernement dans la mobilisation des ressources et surtout dans l'implémentation des projets. 4 jours de visite pour mieux s'imprégner des réalités du Burkina Faso, le président du Conseil national de la Confédération suisse a mis son séjour à profit pour visiter le Parlement burkinabé, entre autres. Au cours de leur séjour au Burkina Faso, le président du Conseil national de la Confédération suisse et sa délégation ont pu visiter un centre de formation, le genre de projet que la Suisse entend promouvoir dans son programme de coopération. Celui-là, lui, a été financé par le patronat burkinabé et piloté par le PAFPA. Alexis Belemnaba nous en dit plus. Quand même, c'est ce centre atelier mécanique expérience moto, entièrement réhabilité et équipé par le PAFPA, le projet d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. D'un coût estimé à environ 30 millions de francs CFA, ce centre de formation de type dual allie la formation théorique à la pratique. Objectif, permettre aux jeunes d'accéder à des formations qualifiantes pour exercer des métiers et créer des revenus.
La délégation de la coopération suisse en visite dans ce centre félicite les actions du PAFPA au profit de la jeunesse. C'est une grande chose. Je n'ai jamais pensé en Suisse que vous avez un système comme ça, un système dual. Il va travailler avec le chef, avec des plus âgés, avec des moins âgés. Alors c'est déjà une question sociale. Et puis on a vu ces deux apprentis maintenant ici. Ils sont motivés, ils savent beaucoup de choses. Alors la Suisse est venue fort à cause de ça. Nous, on n'a pas 90% des étudiants, ça c'est rien. On a besoin des jeunes, comme vous savez ici. Félicitations. Le Conseil du patronat burkinabé, principal contributeur du projet type Dual, dit vouloir permettre à la jeunesse burkinabé d'apporter sa touche au développement économique et social. Vous devez savoir aujourd'hui qu'une jeunesse qui n'est pas bien formée ne peut pas contribuer au développement économique d'un pays. Donc c'est une préoccupation qui anime le patronat aujourd'hui. Le président Compaoré Apollinaire, quand il a été élu, il a dit qu'il fallait que ce partenariat avec la coopération suisse puisse déboucher sur la mise en œuvre d'un grand programme de formation des jeunes. C'est ce que nous avons commencé donc depuis 2018 pour que ces jeunes que vous voyez aujourd'hui puissent demain apporter leur pierre à l'édification de notre nation. Formateurs et bénéficiaires affichent leur satisfaction pour cette formation. Donc il faut inculquer les apprenants le nouveau système pour qu'ils puissent dépanner sans beaucoup démonter. Parce qu'avant, en apprenant sur l'État, on ne maîtrise pas le système de l'électronique. Présentement, tout est électronique. Donc la formation type dual est la bienvenue. En tout cas, je suis content, je suis fier d'avoir participé, faire les démonstrations. Puisque c'est quelque chose que moi-même j'ai rêvé longtemps pour faire la mécanique. Et on a eu la chance de ces grands types qui sont venus nous visiter. La formation de type dual a été lancée en 2018, mais opérationnalisée en 2019. Le coût du projet est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA, avec un apport du patronat burkinabé estimé à environ 80%. Les filières ciblées sont l'agro-silvopastoral et les métiers émergents. 6 régions sont concernées par ce projet. Il s'agit de la boucle du Mouhoun, du centre-sud, du centre-ouest, des hauts bassins et des cascades. Formation encore sur leurs jeunes épaules repose aussi le Burkina Faso technologique de demain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les étudiants de l'Institut supérieur des technologies sont assez promoteurs. En témoignent leurs œuvres réalisées et présentées lors de la 15e de l'innovation organisée par l'IST. Benjamin Kwame. Ils ont tous le visage rayonnant et très joyeux. En posant fièrement avec ce trophée, ces étudiants entrepreneurs de l'Institut supérieur de technologie expriment naturellement leur joie. Ils font partie des meilleurs car leur projet a retenu l'attention des responsables de l'établissement. Des projets réalisés lors de la 15e de l'innovation pour permettre aux étudiants de libérer leur génie créateur. Farouk Ouattara et son équipe vainqueurs ont mis en place un incubateur de néonatologie. On a eu à concevoir une couveuse. On a été premier dans le domaine du développement, de l'innovation et du développement des startups. Vraiment, on est content. Après tout le travail qu'on a eu à abattre, parce qu'on a eu à faire le prototype en moins de 10 jours, et les innovations qu'on a eu à ajouter, vraiment, c'était trop wow. Des prix remportés non sans difficulté, mais la détermination de gagner en groupe a prévalu sur les individualités. Il y a eu des difficultés techniques. Est-ce qu'il faut prendre ça? Il faut faire ci. On a eu des nuits blanches à se concerter et ça n'a pas été facile. Et vous savez qu'être un groupe de jeunes, c'est quand même difficile. Souvent, les tensions montaient au point qu'on avait envie de tout jeter. Mais dès le lendemain, on se voyait, on se disait non, on va aller au bout. Parce que ce qui nous caractérise plus, c'est la détermination. Et on a pu tenir, malgré les difficultés et tout, jusqu'à arriver là où on est aujourd'hui. Cette cérémonie des étudiants pour fêter et célébrer leur créativité. Et c'est en l'honneur des responsables de l'IST qui ont su lier l'apprentissage à l'école et l'esprit entrepreneurial dont le seul but est de préparer ces étudiants à affronter le monde professionnel partout au Burkina. C'est une vision derrière un homme qui a eu l'ambition d'apporter sa contribution dans le domaine de l'employabilité des jeunes. Avec ses concepts, ses projets, son orientation,
il a su créer un déclic auprès de ces jeunes. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une ambiance de travail qui fait que les jeunes sont en même temps à l'école et s'ouvrent à l'ensemble des disciplines du Burkina pour pouvoir occuper l'espace. En 10 jours déjà, ils ont été initiés à la co-création. Ils ont réussi à faire des miracles. D'autres ont emporté d'autres trophées parce que tout simplement, ils ont cultivé ce qu'on appelle le goût de l'effort. Les étudiants de l'Institut supérieur de technologie se sont aussi bien illustrés en ayant des innovations technologiques. Il s'agit du football et du basketball où là encore, des trophées ont été glanés. Maintenant, venons-en à cette affaire foncière absolument rocambolesque. L'intrigue se déroule à Bobo-Dioulasso, notamment dans l'arrondissement 7, où 2 entreprises immobilières se disputent une zone à habitat spontané communément appelée zone non lotie. Au milieu de la guerre, les propriétaires terriens et les résidents, un conflit foncier à coup de conférences de presse et de plaintes pour escroquerie, une histoire assez complexe que tente de nous expliquer Majid Bakoua. Kobawe, une zone non lotie située dans l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. C'est cette zone à habitat spontané qui est à la base d'un conflit entre 2 sociétés immobilières. Il s'agit de la société Linko Perfect et Anaï Immobilier. Tout serait parti d'un protocole d'accord signé entre les populations et la société immobilière Anaï pour lotir leurs champs. Linko Perfect aurait donc porté plainte contre cette dernière pour avoir escroqué les résidents de cette zone. Les présumées victimes s'insurgent contre cette plainte. Ils estiment que l'avènement dans la zone de la société immobilière incriminée leur a été d'une grande utilité. Quelqu'un ne peut pas se situer à notre place pour dire qu'on nous a escroqués. Ce n'est pas possible. C'est nous-mêmes qui devons aller porter plainte que la société nous a escroqués. Bon, je vois mal quelqu'un qui va se mettre à notre place pour aller porter plainte. Donc, ce matin, notre présence ici, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu d'escroquerie. Ceux-là qui ont eu à payer les 250 000 ont eu tous leur terrain. Et c'est pour vous dire encore que même ceux-là qui ont mis 2 briques, 3 briques, de couches ont eu recensement, ils ont eu leur parcelle. Donc je pense qu'il n'y a pas de polémique là-dessus. Nous ne pouvons pas polémiquer, mais si ces gens-là osent aller porter plainte parce que Anaï a escroqué les gens du non-loti, je pense que ce n'est pas vrai. Sitlé Ouattara, un des propriétaires terriens, dit avoir signé un acte de cession avec la société immobilière Anaï. Nous avons tous signé des actes de cession avec la société Anaï. Et pour le moment, on n'a pas de problème, puisqu'il a pris jusqu'à 60 et quelques familles, c'est auxquelles il a déjà dédommagé. Alors, les parcelles qu'il doit donner, c'était 900 et quelques. Mais la plupart n'ont pas encore déposé, mais ceux qui ont déposé vaut 700 et quelques. Et quand il nous a recensés, on nous a convoqués même à la mairie pour nous dire comment on devait payer pour les voies et autres. Bon, je crois que ça tournait autour de 250 000 francs, ceux-là qui sont résidents. Et les non-résidents doivent payer 800 000 francs. Bon, jusqu'à aujourd'hui, bon, effectivement, les gens qui ont pu payer les 250 000 comme résidents, moi-même, je suis parti, je suis résident, et j'ai payé mes 250 000 francs. Tous ceux-là qui ont payé les 250 000 ou les 800 000 francs, actuellement, ont tous eu leur parcelle. Sauf ceux-là qui n'ont pas payé, et ceux-là qui n'ont pas payé, ils sont au nombre de 189. C'est donc unique que ces résidents disent défendre leur position par rapport à la zone non lotie de Kobawe. Tout autre chose, le gouvernement accentue sa lutte contre les retards de croissance chez les enfants. Et si le taux de prévalence du phénomène est progressivement en baisse, le ministère de la Santé, lui, maintient la pression. Il a initié le projet Approche multisectorielle pour contrer notamment la malnutrition, l'un des phénomènes à la base de la maladie. John William Somda nous en dit plus. La malnutrition sous toutes ses formes constitue un problème de santé publique dans les pays en développement et une situation qui entraîne chez certains enfants des retards de croissance. C'est pourquoi le ministère de la Santé, en collaboration avec différents partenaires, lance le projet Approche multisectorielle pour la prévention du retard de croissance dans les districts sanitaires de Fadangourman, Zorgo et Zignaré. L'occasion a été saisie en marge du lancement de ce projet le 16 avril pour dresser l'état des lieux des actions déjà entreprises pour lutter contre la malnutrition et prévenir les retards de croissance chez les enfants de moins de 2 ans. Alors, on peut dire que c'est encourageant. Encourageant dans la mesure où beaucoup d'efforts sont consentis par le gouvernement pour pouvoir donc réduire la prévalence du retard de croissance. En parlant de retard de croissance, c'est la situation où en fait un enfant paraît plus petit,
et pour son âge par rapport à sa taille. Ça veut dire que quand il a 2 ans, mais quand on regarde sa taille, il n'a pas la taille d'un enfant de 2 ans en fait. C'est ça qu'on appelle retard de croissance en français, assez simple. Donc, c'est essentiellement s'approprier en fait toutes les approches que l'on va faire. C'est essentiellement optimiser tout ce que nous allons faire pour qu'en fait on puisse aller encore un peu plus loin, comme je disais déjà. Selon les résultats de l'enquête nutritionnelle nationale, la prévalence du retard de croissance est passée de 35,1% en 2019 à 24,9% en 2020. Une chute qui devrait continuer, d'autant plus que beaucoup de choses pourraient changer avec la mise en œuvre du dit projet. Alors, ce qui va changer fondamentalement, c'est la façon dont nous allons travailler. Nous allons travailler en prenant en compte donc, différents secteurs, dont par exemple le secteur de l'eau, hygiène, assainissement. Et nous allons donc améliorer en fait tout ce qu'il y a comme prise en charge donc, de la malnutrition. Nous allons améliorer en fait les approches innovantes. Nous allons améliorer en fait les pratiques optimales de nourrition et du jeune enfant. Et à terme, on va voir qu'on va pouvoir lutter durablement contre la malnutrition chronique. Et ce qui va changer. Parmi les projets qui œuvrent dans le domaine de la malnutrition et les retards de croissance, l'approche multisectorielle pour la prévention de croissance n'est pas un projet de trop. Certains éléments le distinguent très bien des précédents. Ce qui, je dirais, plutôt que la marque distinctive de cette initiative, se résume en 4 éléments. Le premier élément, c'est le renforcement des systèmes de santé. Et le deuxième élément, c'est en fait l'appropriation nationale. Le troisième élément, c'est la gouvernance locale. Le quatrième élément, c'est la co-création des solutions par les communautés. À terme, le projet Approche multisectorielle pour la prévention du retard de croissance permettra de renforcer la gouvernance locale à travers une intégration plus accrue des interventions de santé et de nutrition dans les plans communaux de développement. Et pour terminer, cela va faire bientôt 2 semaines que les fidèles musulmans ont entamé le Ramadan, une période propice à toutes les formes de générosité et de solidarité, un exercice qu'on appelle la zakat et que le CERFI veut mieux organiser. Pour cela, il a mis en place une direction générale de la zakat. Quel sera son rôle? Élément de réponse, surtout Justin Dabiré. Ramadan, mois de jeûne, de prière et de purification, est aussi considéré comme le mois de charité après lequel les croyants doivent payer leur zakat. La zakat, une obligation religieuse imposée à tous les croyants musulmans et qui est destinée aux pauvres et indigents. Pour la collecte et une meilleure gestion des ressources de la zakat, le Cercle d'études de recherche et de formation islamique CERFI a créé une direction générale de la zakat dénommée Zakat House. La Zakat House est une institution financière à caractère social mise en place par le CERFI et dont le lancement officiel a eu lieu le 3 novembre 2020 passé. Et actuellement, nous sommes en train de travailler à installer les instances de la Zakat House au niveau régional et provincial. Donc la Zakat House est une institution qui est chargée de collecter et de mieux gérer les ressources de la zakat à travers des investissements pour non seulement faire sortir les populations de la situation de pauvreté et aussi pour permettre le développement économique et social de notre pays. C'est à travers une conférence publique sous le thème « La responsabilité individuelle ou communautaire face à la finalité de la zakat au Burkina » que la Direction générale de la Zakat House a procédé au lancement officiel de ses activités à Bobo-Dioulasso. Quelle est la place que nous réservons à Dieu en termes d'amour, mais également l'attachement que le croyant a pour le matériel de ce monde, puisque Dieu lui impose d'enlever son matériel, d'enlever son bien pour donner aux plus démunis parmi eux. Et tout cela par amour pour Dieu, parce que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus utile aux autres. En deuxième dimension, par rapport à cette responsabilité individuelle, c'est de rappeler que prélever son bien pour donner aux démunis parmi nous, c'est un devoir de redevabilité également. Et en la matière, Dieu même nous rappelle, vous ne serez la meilleure des communautés que lorsque vous serez à mesure de donner l'exemple. Et Dieu nous dit, donner l'exemple, ça passe par le fait d'appeler au bien, en donnant l'exemple, en faisant le bien, en s'interdisant de faire le mal et en croyant véritablement en Dieu, parce que vers lui tous nous allons retourner pour rendre compte des actes que nous posions. La Zakat House vise à créer un cadre qui facilitera aux fidèles l'accomplissement de la zakat et œuvrer à l'éradication de la pauvreté au Burkina. Ses principales missions sont, entre autres, collecter les biens zakataires et les redistribuer aux pauvres. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Bonsoir, au revoir.